Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. Suicide dans les étables, éleveurs étranglés par les industriels et par les banques, prix du lait en chute libre depuis 1 an. Le tableau de l'agriculture française est très sombre. Comment a-t-on pu en arriver là? Nous posons la question ce soir alors que se tient en ce moment à Paris le salon de l'agriculture. Avec nous pour en parler, Véronique Richer-Le Rouge, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre La vache qui pleure, retour au lait naturel, une question de santé. C'est aux éditions du Nouveau Monde. Je précise aussi que vous êtes la présidente de l'association Fromage de Terroir. Avec nous également Karl Lasquet, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation à Mediapart et co-auteur du livre Les cartels du lait, comment ils remodèlent l'agriculture et précipitent la crise. C'est aux éditions Don Quichotte. Karl Lasquet, vous évoquez dès le début de votre livre un SOS écrit au mois d'octobre par un éleveur laitier français du Sud-Ouest. Il vient de recevoir un courrier d'un grand groupe qui s'appelle Danone. Que dit cet appel à l'aide ? Alors, il a été transmis à la presse. C'est une lettre en fait qui est écrite sur la paille de lait de l'éleveur. Ouais. Et il découvre, il nous informe que le prix du lait a encore baissé. C'est vrai que là, c'est un éleveur Danone qui livre à Danone. Il y a d'autres éleveurs qui livrent à d'autres grands groupes. Et en gros, il nous explique qu'il perd 50 à 60 euros la tonne de lait. Et qu'il il ne va pas pouvoir vivre de son travail. Et c'est là, je dirais, la situation dans laquelle se trouve bon nombre d'éleveurs, hein, c'est-à-dire que leur revenu est en train de chuter de manière absolument catastrophique. Et donc nous, on s'est penché sur l'envers de ça, ce qui avait conduit finalement à cette situation sociale dramatique et le fait que au fond, les pouvoirs publics restent jusqu'à présent finalement assez inactifs. Ils n'ont pas pris conscience aussi ils remuent beaucoup les bras, mais on ne peut pas dire qu'ils réagissent à la hauteur de cet événement. Alors, la grande distribution, les grands distributeurs, ils reviennent souvent dans ce débat comme étant les responsables, en tout cas l'un des responsables de cette crise agricole. Vous parlez des cartels du lait. Qui sont-ils? Comment opèrent-ils? Nous, on a identifié au fond un groupe de pression qui était constitué par les industriels laitiers, qui ont poussé, je dirais, toute la filière de production vers la dérégulation qui a été actée finalement l'an dernier. Alors, c'est des industriels privés, mais c'est aussi des industriels de la coopération. Et ils se sont dit, avec la dérégulation, on va pouvoir reconquérir le monde. Donc, il y a une espèce de rêve comme ça, post-colonial, je dirais, qui a été transmis un petit peu par mail, par des conférences aux éleveurs, pour tenter de les convaincre que le monde allait avoir besoin du lait français. Et c'est ça qui a, au fond, précipité l'Europe dans la crise. C'est qu'il y a eu une course, au fond, au marché, une chasse au trésor des industriels, et qui a fait plonger les prix. Donc on en est là avec effectivement une surabondance de lait, une tentative de réguler et des prix qui s'effondrent. Quand on lit votre livre, pour les politiques, au fond, aujourd'hui, si on peut dire quelque chose comme ça, ce serait de dire il faut constater qu'il y a un échec, la politique, assez énorme. Alors quand on lit votre livre, on pourrait presque parler avec ces cartels de l'or blanc, d'une course à l'or blanc. Vous, justement, Véronique Richer-Le-Rouge, vous êtes intéressée à ce lait que l'on boit en France, mais pas seulement. En fait, on s'aperçoit que la plupart de celles et ceux qui nous regardent boivent tout sauf du lait. Oui, alors c'est vrai que sous le mot lait, il y a plein de définitions possibles, mais il faut distinguer les laits. Aujourd'hui, il y a un camp pro-lait qui veut absolument nous faire avaler des produits laitiers qui n'en sont plus bourrés de poudre, parce qu'il y a trop de poudre, donc il faut bien les couler, et un lait qui n'est plus du lait parce qu'il est archi-transformé, standardisé, on a prélevé de la matière grasse déjà quand il est entier, on l'homogénise, c'est-à-dire qu'on pulvérise la matière grasse dans un homogénisateur, ce qui fait que la matière grasse n'est plus digérée, il n'a plus cette fonctionnalité en fait de nourriture, puisque le lait au départ c'est une nourriture. En fait, on lui retire toutes ses qualités nutritives en le chauffant à haute température. C'est ça, il est matraqué et si vous voulez, il est revendu en pièces détachées parce que finalement les composants du lait, il y a des milliers de composants dans le lait qui sont extrêmement utiles pour l'organisme humain. Ces composants rapportent beaucoup plus d'argent en pièces détachées que dans une bouteille de lait qui serait juste vendue telle qu'elle. Et c'est pour ça que l'hygiène à bon dos et finalement la transformation du lait et cette politique hygiéniste qu'on pratique depuis les années
années 60, finalement sert beaucoup plus à la filière laitière qu'aux éleveurs. Et d'ailleurs, on le voit. Et le lait cru ou le lait fraîchement pasteurisé ou doucement pasteurisé, qui lui a gardé ses propriétés nutritives et sa flore lactique vivante, c'est pour ça que je parle de lait vivant, lui est un très bon produit, sauf qu'on ne le trouve plus. Vous disiez vendu en pièces détachées, ça veut dire que les valeurs nutritives, les éléments partent quoi pour d'autres secteurs comme la cosmétique par exemple? Oui, c'est ça, la caséine par exemple. Bon, c'est pas nouveau la caséine. Déjà au début du XXe siècle, avait été identifié comme un élément très utile. C'est un liant et très solide. En fait, c'est comme une colle. Donc c'était utilisé dans l'industrie. Mais aujourd'hui, la caséine est utilisée dans multiples domaines. Vous avez le lactosérum, vous savez, ce petit lait qu'on voyait autrefois dans les yaourts, dans les fromages, etc. Le lactosérum est utilisé pour plein d'utilisations autres que celles qui devraient être celles de l'humain. Et puis, vous avez le lactose également, qu'on rajoute d'ailleurs après, qu'on remet dans les yaourts, alors que le lactose, normalement, n'est pas présent dans un yaourt. Sauf que juste quelques mots, ce lait-là, il n'est pas cher, hein, c'est 70 centimes ou autre. Alors, on pourrait aussi vous rétorquer, c'est comme pour la viande, que la qualité a un prix. Et donc, si on veut que tout le monde boive du lait, il faut... Oui, mais il n'est pas cher, mais il est déjà trop cher pour ce que c'est. Parce qu'en réalité, d'abord, l'éleveur n'en profite pas, comme on a pu le voir. Et puis, finalement, la valorisation, c'est ce qu'on appelle le terme valorisation dans la filière laitière, c'est tous les produits dérivés, le beurre, les fromages blancs, les yaourts, etc. L'éleveur n'en profite pas non plus. C'est déjà trop cher. Et en réalité, il vaudrait mieux consommer un lait naturel. C'est pour ça que j'ai publié des études scientifiques qui démontrent aussi que le lait naturel et le lait cru sont bons pour la santé, renforcent les défenses immunitaires quand c'est bu par l'enfant tout petit et même par l'enfant à naître, c'est-à-dire la maman. Il est démontré aujourd'hui que c'est très utile pour avoir moins d'allergies en général. Et c'est pas tellement plus cher et c'est surtout tellement plus intéressant. Alors, Karl Lasquet, oui, une réaction, allez-y. Oui, ce qu'on peut signaler aussi, c'est qu'il y a quand même, au fond, il y a des filières de qualité qui se défendent, enfin, le fromage, oui, absolument. etc. Et qu'il y a des bras de fer assez considérables qui se livrent, alors dans des filières fromagères notamment, avec les industriels qui entrent, bon, c'était le cas dans le camembert, il y a eu des bras de fer considérables, avec les industriels qui entraient qui entrent dans les AOP et qui tentent d'en modifier les règles, et en particulier dans le camembert. Juste pour avancer, si vous voulez bien, Karl Lasquet, l'an dernier, pour qu'on voit bien concrètement comment opèrent ces cartels, l'an dernier, 11 industriels laitiers étaient condamnés par l'autorité de la concurrence pour s'être entendus sur les prix, parce que ça passe aussi par une entente sur les prix. On a parlé du cartel du yaourt, comme on l'appelait. Il avait opéré pendant 10 ans. Il faut du temps pour qu'une affaire éclate. On a presque le sentiment qu'il y a une sorte de tabou, voire d'omerta. Vous parlez même d'entente industrielle à caractère mafieux. C'est vraiment cela ? C'était ça, oui. Donc, ce qui a été découvert. Mais là, le cartel français, en fait, en 2015, on a vu 2 ou 3 cartels apparaître en Europe. Parce que le français sur les yaourts, qui a été finalement condamné en février-mars par l'autorité de la concurrence. En Espagne, c'est un autre cartel qui a été lui aussi condamné avec à peu près les mêmes industriels, les Français également, qui visait lui à s'entendre sur le prix payé aux producteurs. Et en Italie, une tentative des syndicats de dénoncer aussi l'existence d'un cartel. Donc une enquête en cours en Italie, avec des procédures et des processus quand même très clandestins. C'est pour ça que ça, c'est pas évident à démanteler, puisque le cartel français notamment s'organisait, les industriels s'organisaient, se voyaient clandestinement et restaurants, communiquaient avec des téléphones sous d'autres noms. Il y a des astuces et il y a tout un système derrière. Alors on parle aujourd'hui, ce soir, du lait. Je vous propose juste d'écouter un patron, un industriel qui, lui, travaille dans un autre secteur de l'agriculture. On ne va pas citer la marque. Et on l'écoute et on réagit juste après. Je pense que les solutions, quand même, passent par un système de régulation européenne. Non pas un système de subventionnement, quel que soit le résultat, quel que soit l'état des marchés, etc. Mais un système de régulation, c'est-à-dire qu'il y ait peut-être subvention quand les prix sont dramatiquement bas, et qu'à l'inverse, il n'y ait pas de subvention quand les prix sont porteurs. Or ça, aujourd'hui, en Europe, ça n'existe pas. Voilà, Christophe Bonduel, en donnant le nom, on a donné la marque. Il sera demain l'invité du Focus Entreprise d'Antoine Fontenot sur TV5 Monde. Peut-être une réaction juste, c'était il y a quasiment un an. L'Europe mettait fin à ce qu'on appelle les quotas laitiers, ce qui a provoqué une chute vertigineuse des prix. C'était précisément au mois d'avril dernier. Aujourd'hui, on a presque le sentiment que c'est la solution unique que tout le monde réclame de ses voeux. À l'époque, c'était pourtant dénoncé comme système. Quel est votre avis ? Les quotas protégeaient la filière, c'est absolument sûr. Là, on voit que
L'Irlande a augmenté sa production de 5 ou 7%, les Pays-Bas également. Donc on est en situation où il y a une vraie course à la production et c'est ça qui est difficile à arrêter en définitive. Enfin, les quotas étaient quand même imparfaits parce qu'il y a déjà eu une crise en 2009. C'était un système meilleur que celui d'aujourd'hui où ils sont carrément confrontés à une ultra-libéralisation et ils ne sont pas formés pour ça, c'est-à-dire les éleveurs ne sont pas formés à négocier. Et en plus, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 10 opérateurs en France qui maîtrisent le marché, qui veulent surtout que les lieux de collecte soient le moins nombreux possible. Ils sont propriétaires des tanks réfrigérateurs là où on stocke le lait. Ils négocient les prix pour les éleveurs, c'est-à-dire les éleveurs ne décident pas des prix, ils ne décident de rien. C'est-à-dire c'est des faux entrepreneurs. Vous voyez la différence entre un entrepreneur qui décide de la destinée de son entreprise, des prix, du choix de ses clients. Aujourd'hui, l'éleveur ne peut pas décider de son client, il ne peut même pas le choisir. La laiterie peut même le jeter si elle n'en veut plus, parce qu'il décide à un moment donné de fournir quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que le lait indépendant en France est en danger. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Vous en appelez à qui? Au ministère français de la Santé, à l'Union européenne, à la Commission de Bruxelles? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Est-ce que c'est aussi aux citoyens lambda de changer ses habitudes de consommation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a deux leviers. Les politiques ne feront rien, puisque de toute façon, aujourd'hui, le marché est dérégulé et c'est un signal comme quoi, de toute façon, la décision et les politiques, l'État se désengage de la filière, c'est l'arrêt des quotas. Je pense plutôt que c'est les éleveurs qui doivent s'organiser. Il y a quand même des solutions. Il y a l'exemple, par exemple, d'une coopérative que j'ai rencontrée qui s'appelle Biolait, qui collecte du lait plus cher, qui le paye plus cher. Alors, c'est un réseau bio, mais n'empêche que les éleveurs vivent mieux, qu'ils sont autosuffisants, puisqu'ils n'achètent plus l'alimentation au groupe céréalier, donc ne sont plus soumis aux cours de bourse. Ce qui fait que l'éleveur est beaucoup plus indépendant. Éventuellement, il peut transformer, il peut vendre en réseau court auprès des consommateurs. Et c'est vrai que les consommateurs aussi ont la possibilité de choisir leurs produits et de se dire oui, j'achète citoyen et j'achète pour aider la filière et se tourner plutôt vers un mode d'élevage raisonnable et raisonné. Enfin, on l'appellera comme on veut, mais enfin, le résultat est le même. Le bio, selon vous, Karl Lasky, une piste, sauf que les cartels en font aussi, non? C'est une piste, mais malheureusement, ça reste encore marginal. C'est sûr que là, il y a une possibilité, il y a une niche et une possibilité, effectivement. Le lait est encore, il y a de la demande, donc le lait est encore bien payé. Maintenant, les vraies solutions sont effectivement politiques. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, Stéphane Le Foll va aller plaider pour une nouvelle forme de régulation, enfin des mécanismes de régulation. Il semble qu'il y ait des possibilités de nouveaux consensus pour en tout cas freiner la surproduction. Il y a des mesures quand même qui peuvent être prises. Et en France aussi, c'est-à-dire qu'il est possible notamment de redonner du pouvoir aux organisations de producteurs. C'est possible aussi de donner un peu plus de transparence à la définition du prix. Mais pour ça, il faudrait que le gouvernement, s'impose vis-à-vis des industriels. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner sur le plateau de 64 nuits. Les cartels du lait, édition Don Quichotte, c'est avec Karl Lasky et Elsa Casalegno, que je n'avais pas cité. Et puis donc La Vache qui pleure, édition du Nouveau Monde. Merci à vous également, Véronique Richet-Le Rouge.